J'ai été trop payée sur mon salaire le mois dernier. Est-ce que je dois le dire? Le côté, je pointe du doigt ton erreur. Et pointer une erreur sur des choses éminemment complexes. 62% des RH passent entre 1 à 5 jours sur la paye. Le bulletin de paye, on est d'accord, on va impacter votre retraite, on va impacter le chômage. C'est vrai qu'une paye bien faite, c'est normal. Ça va de soi. Payer. On y va plus pour réclamer. On a le droit de se tromper. Il faut être disponible, il faut être dans la discrétion, dans la confidentialité. On est le numéro 1 mondial de la complexité en termes de paye. Tu as besoin d'un bac plus 5 pour comprendre comment t'es arrivé du brut à ton net. On a l'impression qu'il y a un logiciel, il faut rentrer. Et tu fais tout seul d'ailleurs, exactement. La paye, c'est pas juste un clic bouton, Non, c'est une surtout vraie pas. fonction stratégique. Dès qu'il y a une erreur, voilà. Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maud, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Kanoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on reçoit Delphine Hakoun, responsable paye, puis consultante. Notamment, tu as travaillé au Moulin Rouge et tu travailles encore au Moulin Rouge. Tu as aujourd'hui 15 ans d'expérience en paye, notamment dans les PME, dans les cabinets et 10 ans en expertise comptable. Je suis trop contente puisqu'on s'est rencontrés notamment au Temple RH où tu as pris la parole sur les sujets de paye. Et donc, la question, le sujet sur lequel Bonjour on va... Delphine. Bonjour tout le monde. Salut. La question qui va nous animer aujourd'hui, c'est la paye, cette 5e roue du carrosse des RH. Et juste avant de débattre sur ce sujet-là, j'avais juste envie de reprendre 2 chiffres qui sont intéressants, notamment d'une étude des éditions Tissot. C'est que les RH passent entre 3 à 6 heures par jour sur les tâches administratives. Et au niveau de la paye, c'est 62% des RH qui passent entre 1 à 5 jours sur la paye, donc presque une semaine dédiée sur ces sujets de paye. Mais avant de te faire réagir sur ces data, ces données-là, c'est pourquoi les RH en fait détestent tant la paye aujourd'hui? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on déteste autant la paye? Je crois qu'on a souvent un peu cette, je dirais, une image un peu erronée de ce métier-là, un peu simpliste du métier aussi, où on part par principe que c'est une tâche très administrative, un peu, on va dire, répétitive. On est aussi un peu cette image de... la paye, c'est le côté un peu invisible, parce qu'en fait, on travaille vraiment dans un logiciel, donc on ne voit pas réellement ce qu'on fait. On a aussi un peu ce côté, la paye, on travaille une semaine par mois, comme tu viens de le dire. Au détriment de tout le reste. Exactement, tout le reste, c'est-à-dire qu'on commence à travailler du 22 au 28, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette image de la paye, c'est facile, c'est pas très compliqué à faire. Et surtout, on va voir la paye parce qu'en fait, il y a des erreurs souvent. On y va plus pour réclamer des choses. Et donc, je pense que c'est ce côté négatif qui reste quasiment tout le temps. Pardon. Et qui fait qu'on a ce côté un peu de la paye, je n'aime pas trop. Et surtout parce que c'est toujours un peu ce qui est de très sensible. C'est le salaire, en fait. Parce que le salaire, derrière, on découle le paiement de tout ce qui est charge, de nos loisirs et derrière tout ça. Et donc, on est vraiment sur un sujet très sensible. Et pourtant, pour moi, la paye, c'est aussi stratégique que n'importe quel service dans une entreprise. On est vraiment dans un métier qui impacte le climat social pour moi, vraiment. Et surtout, on est dans un métier qui a des répercussions un peu sur la marque employeur. Même si on le déteste, on va dire, de loin, vu de loin, ça paraît un peu compliqué. Un salarié qui n'est pas payé en temps, en heure, et moi qui ai accompagné des startups sur des sujets-là, des startups de 200-250 salariés, il y avait encore des erreurs de paye. Et c'est de te dire à ton salarié, j'ai pas été payé ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr qu'en termes de marque employeur et en termes de rétention, c'est un gros impact. La paye peut vraiment avoir un impact assez très négatif. C'est vrai qu'une paye bien faite, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de valorisé. C'est normal que je sois payée, que je sois payée en temps en heure, que je sois payée au montant où je dois être payée. Mais en revanche, dès qu'il y a une erreur, voilà. Donc c'est forcément négatif. Exactement. C'est pour ça en fait qu'il y a cette image, c'est qu'on arrive pour pointer une erreur, pour pointer un oubli,
pour pointer des choses très négatives. Et pointer une erreur sur des choses éminemment complexes. Et c'est vrai qu'il y a pas la compréhension par des personnes extérieures de la complexité du sujet. Exactement. On a l'impression qu'il y a un logiciel, il faut rentrer... et qui fait tout seul, d'ailleurs, exactement. Et il y a un bouton exprès qui s'appelle virement. Si tu cliques le bouton, on appuie sur virement et tout part. Et en vérité, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas si simple parce qu'il y a du salaire fixe, il y a des éléments de variables qui sont plus ou moins complexes. Complètement. En plus, il y a des éléments sur les congés payés, il y a beaucoup de choses de compte. Exactement. Alors et puis, il y a des évolutions réglementaires. Exactement, quasiment tout le temps, pour ne pas dire toutes les semaines. Après, moi, je dis souvent, quand on regarde un bulletin de paie, après ça, c'est vraiment mon point de vue. Moi, quand je regarde un bulletin de paie, je vois beaucoup de retranscription du droit. On n'est pas dans la pure saisie, on n'est pas seulement pour payer les gens. On a des conséquences derrière. Et donc, moi, dans la retranscription de tout ce qui est droit du travail, droit social, droit de la sécurité sociale, même du droit européen. Donc, tout ça, c'est vraiment une retranscription de tout. Et c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que quand on commence dans le métier, au début, on part par principe que ça va être que de la saisie. Mais en réalité, non. On passe beaucoup de temps à lire les textes de loi. Il y a beaucoup de veille. Exactement, beaucoup de veille, beaucoup de compréhension. En plus, ça se laisse, on doit rajouter les accords d'entreprise, les conventions collectives, les usages. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et c'est vrai que les RH ont une vision parfois négative de la paye. Déjà parce que je pense qu'en master, on n'est pas formé. On a, je crois, très peu de modules. Je crois qu'en master, parce que moi, dans mon master, par exemple, je crois que le module a dû durer 3 heures, 4 heures, grand maximum. Voilà, pour un sujet comme la paye. Et donc, ça ne crée pas forcément des vocations. C'est souvent, en plus, c'est des exercices que tu dois bachoter par cœur. Il n'y a aucun plaisir. Exactement. Voilà. Et en plus, moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ma licence ressources humaines, j'étais devoir commencer en charge de recrutement. C'est seulement après que tu as découvert la paye. Exactement. Okay. Parce qu'en fait, je suis rentrée dans le détail et j'ai vraiment compris qu'il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, je me suis spécialisée. J'ai fait une année supplémentaire pour justement avoir les bases. Exactement, les vraies bases. Parce qu'en fait, avec un master, on n'a pas du tout les bases. On a 3-4 heures. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne prend pas RH en général pour les chiffres. Non. On ne va pas se dire, je vais faire de la paye. Non. Et donc, on se retrouve quand même avec un sujet qui est très technique. Hyper technique. Oui, très sensible. Et avec beaucoup de chiffres, de formules, de calculs. Il faut quand même savoir utiliser Excel. Bien sûr. Et on sort un peu de sa zone de confort. Exactement, complètement. Et donc, toi, Delphine, c'est quoi aujourd'hui, si tu avais, entre guillemets, une petite baguette magique, quelle serait la vision de la paye que tu aimerais voir dans les années qui arrivent? Déjà, j'aimerais que ce soit beaucoup plus digitalisé, quand on rentre dans les entreprises où on est beaucoup dans la saisie. On passe beaucoup de temps à faire de la saisie. C'est ce qui fait perdre beaucoup de temps. Et je pense que si on rentre dans un système où on a des logiciels adaptés qui permettent de digitaliser, d'automatiser toute la partie saisie, on serait plus dans l'analyse des choses. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'erreurs parce qu'on va prendre le temps de regarder chaque ligne, on va prendre le temps de comprendre les choses, on va prendre le temps d'optimiser, en fait, même la partie sociale. Et moi, ça, ce dont je rêverais, c'est que toute la partie saisie soit, je dirais, 20% de mon temps de travail. Et 80%, je suis plus en train d'analyser, de comprendre et d'accompagner, en fait, des salariés. Soit le client, exactement, soit le client quand on est en cabinet d'expertise comptable, ou le salarié, vraiment dans le côté conseil, dans le côté accompagnement. C'est vraiment ça, moi, qui me challenge beaucoup plus dans le métier que je fais aujourd'hui. Ok. Et donc tu l'as dit, on décide pas forcément de faire de la paie en tant que RH. Pour toi, c'est quoi un petit peu les compétences clés? C'est vrai que moi, quand j'ai pris mon rôle de responsable RH en start-up à Paris, j'ai découvert la paie. Et donc c'est vrai que j'ai adoré parce que j'ai une appétence aussi pour la nouveauté, pour la partie chiffres aussi. Et j'ai trouvé de se dire, waouh, quand même, c'est tout un univers. Alors c'est sûr qu'il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. Et donc il y avait des compétences, un petit peu comme tu l'as dit, de droit du travail, d'automatisation, de digitalisation qui sont importantes. Mais quoi d'autre pour toi qui fait en tout cas un bon gestionnaire de paie, un bon responsable de paie? Alors je pense qu'on est donc c'est très global. C'est sûr qu'on doit avoir des compétences techniques. Donc tu viens de le rappeler par rapport à la législation, le droit. Ça, tu as des conseils pour être toujours au top de sa veille? Faut beaucoup lire l'actualité. Dans la plupart du temps, les logiciels permettent d'avoir justement une actualité mise à jour. Faire des abonnements dans les magazines très spécifiques pour se mettre à jour, tout ce qui est RFP, les éditions législatives, Elnet et tout ça. C'est très important. C'est toute la partie technique
se mettre à jour là-dessus. Après, je pense que là, aujourd'hui, au-delà de la technicité, et ça va vraiment faire la différence par rapport à un gestionnaire de paie, moi, j'appellerais compétent. C'est toute la partie soft skills. Ça veut dire que là, il faut être vraiment très communicant. Il faut être disponible, il faut être dans la discrétion, dans la confidentialité, et partir par principe qu'on est vraiment au service du salarié. Et ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas, parce qu'en fait, la technique, on peut l'apprendre concrètement, puisqu'on arrive à acquérir avec du temps. Mais le côté, je dirais, accompagnement, le côté conseil, communication, ça, c'est des vulgarisation, choses... Exactement. Ça, c'est des choses, en fait, pour moi, qui peuvent vraiment faire la différence entre le gestionnaire de paye capable de sortir un bulletin de paye, on va dire, on s'arrête là, et celui capable de sortir le bulletin de paye et d'accompagner, d'expliquer en fédéraire aux salariés, telle ligne n'est pas cohérente parce que ça. Et ça, c'est totalement différent et c'est vraiment une autre façon de voir les choses. C'est un autre positionnement. Et je pense qu'on va plutôt rentrer dans ce que moi j'appellerais, je pense qu'on va un peu oublier tout ce qui est gestionnaire de paye, mais on va plutôt rentrer dans tout ce qu'on consultant paye. Plutôt que de dire, je ne suis pas simplement gestionnaire de paye, je ne suis pas que là pour la technicité, pour le côté... tâches administratives, tout ça, on va essayer de le réduire au maximum, plutôt dans la consultation des choses, dans l'accompagnement, le conseil. Et ça a une vertu, ce que tu expliques, c'est aussi que ça va permettre de mieux rémunérer potentiellement les gestionnaires de paye, parce que aujourd'hui, c'est ça qui crée une crise de vocation, c'est quand même des métiers qui ne sont pas très bien rémunérés. Exactement, pas très bien rémunérés, plutôt malgré exactement. Et ça va aussi permettre de redorer un peu, je dirais, l'image, de revaloriser un peu ce travail-là. Alors, c'est que moi, je parle beaucoup de consultants paye et moins de gestionnaires de paye, pour vraiment avoir ce côté, on est vraiment dans l'accompagnement, dans l'analyse des données, on est vraiment dans le conseil, quoi. C'est très important. Et je pense qu'effectivement, ça va permettre d'avoir une stratégie en nouvelle entreprise et donc de rémunérer effectivement mieux les gestionnaires de paye ou les consultants paye dans l'avenir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, quand tu regardes ta fiche de paye en France, entre guillemets, tu as besoin d'un bac plus 5 pour comprendre comment t'es arrivé du brut à ton net. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un salarié, c'est compliqué en fait. Je suis entièrement d'accord. Et malgré en fait ce qu'ils appellent le bulletin clarifié, les lignes... J'aime beaucoup ce terme de clarifier, parce que finalement, c'est pas si clarifié que ça. Et en réalité, les lignes restent quand même un peu, un peu opaques, un peu obscures, un peu difficiles de compréhension. Et même moi, qui suis dans le domaine depuis 15 ans, des fois, j'ai des bulletins de paie que je regarde et je me dis, bon... Qu'est-ce qui s'est passé entre le brut et le net? Il faut prendre du temps pour essayer de comprendre ça. Mais je pense que la problématique, c'est pas vraiment une problématique, mais je dirais que pour que ce soit vraiment plus simplifié, il faut commencer par simplifier un peu le droit, simplifier un peu la réglementation. Et là, on est loin en France d'être dans la simplification de tout ça. On sait qu'on peut sonner le numéro 1 mondial de la complexité en termes de paye au niveau de la France. Donc, non, je pense que... Mais quand tu vois, j'avais une fiche de paye anglo-saxonne qui fait un tiers d'une page A4. C'est ça, exactement. Et alors tu vois ta fiche de paye qui potentiellement qui peut faire 2 pages en France, tu dis ah oui, il y a quand même un... Mais aussi parce qu'il y a plus de cotisations pour plus aussi de bénéfices. Voilà, pour le système social qui est aussi beaucoup plus élaboré, il faut le dire. Mais effectivement, c'est très compliqué. Très compliqué, Permet de rebondir sur le fait qu'il y a quand même une mine d'informations incroyables dans ces bulletins de paie et qu'on a tendance parfois à regarder sous-considérer. À regarder que le net à payer. Et donc, je peux donner un certain d'informations qui seront utiles à la fois pour les services RH, qui parfois ne font pas le lien avec les documents contractuels qui ont été signés par le salarié. On peut avoir des incohérences qui peuvent être fatales. Et puis aussi dire aux salariés, regardez votre fiche de paie, vous allez trouver plein de super infos. Donc, les infos importantes, je repars de la base, mais vraiment c'est déjà important, c'est l'adresse du salarié. Moi, je vois plein d'erreurs sur l'adresse. Mettre à jour, je dirais même juste avant l'adresse, ce sera même le nom. Tu sais, par exemple, on a un exemple tout bête, une femme mariée. C'est vrai. Auprès de l'administration, elle va le signaler qu'elle est mariée. Et quand elle va intégrer une entreprise, elle va peut-être donner son nom de jeune femme, de jeune fille. C'est vrai. Et on peut avoir une incohérence entre ce qu'attend l'administration et ce que nous, on a en paye. Donc, rien que le nom est bien indiqué, non né tel, ça change vraiment les choses. Et ça, rien que ce petit détail-là, des fois, on l'oublie. Complètement. Effectivement, l'adresse. Et parce que parfois, on aura des courriers importants envoyés aux salariés, on va se trouver des mauvaises adresses. Exactement. Et retour du courrier. Voilà. Et ça passe pas du tout. Et effectivement, l'adresse, c'est hyper important. Au moins, quand vous entrez pour la première fois dans la société, vérifiez votre premier bulletin de paye, parce que des fois, les personnes ne prennent même pas le temps de regarder. Elles vérifient d'abord le net à payer. Mais en fait, votre premier bulletin de paye dans la société, vérifiez-le au moins quand vous rentrez. Et je conseillerais de regarder le bulletin de paye
en début d'année. S'il y a des changements, regardez-le, vérifiez-le. Après, tout ce qui est nom-adresse, numéro de sécurité numéro de sociale. sécurité sociale, effectivement, peut être un chiffre près, ça change tout. Ça change tout. Le coefficient, le statut, Oui, on en tout ce qui est parlait, très important. Parce que ça a des conséquences après sur plein de choses. La période d'essai, la durée, le préavis, le calcul les indemnités, de rupture, exactement, tout ça. la prévoyance aussi, complètement. parfois, la mutuelle. Donc, très important de bien vérifier. Et aussi parce que ça change, c'est-à-dire que vous allez potentiellement... vous avez une vie dans très la longue. Vie du contrat de travail, ça va évoluer. Ouais. Et autant le contrat de travail, lui, est figé au départ, autant le bulletin de paie, il ça va suit, vraiment... en fait, il va vous suivre tout le temps. Comme quoi, il faut négocier aussi en entretien potentiellement dans son package ces notions de coefficient et de positionnement. Oui, complètement. C'est vrai. Ouais. Et souvent, les gens ne font pas attention. Ils ne font pas du tout attention. Parce qu'effectivement, tous ces coefficients de niveau, ça a un impact sur votre rémunération directe. Des minima conventionnels qui vous imposent une certaine rémunération. Donc oui, il faut le vérifier et s'assurer qu'on est vraiment au minima et ne pas se retrouver à être payé en dessous du minimum. Quoi. Donc oui, c'est très très important. On ne se rend pas compte, mais la fonction aussi associée. La fonction va évoluer avec le salarié, donc important de voir si ça a été répercuté sur le bulletin de paie. On peut commencer assistant de recrutement, après chargé de recrutement. Pendant les promotions. Et après on passe de non-cadre à cadre. C'est pas du tout la même chose. Effectivement, ça, il faut le suivre. Il faut vérifier. L'ancienneté. Souvent, la date d'embauche. Parce que dans plein de cas, c'est super simple. Mais il y a des cas où c'est compliqué. Il y a eu des CDD avant. Exactement. Enfin, la différence entre la date d'ancienneté et la date d'entrée dans la société, elles peuvent être différentes. Et effectivement, il faut le regarder parce que derrière, pareil, pour les indemnités, on va prendre la date d'ancienneté, pas forcément, ou la date d'entrée, c'est pas du tout la même chose. Et souvent, on se rend compte, moi, ça m'est déjà arrivé, de faire un calcul d'indemnité de rupture conventionnelle. Je prends par exemple la date d'ancienneté du salarié. On me dit en fait non, il est rentré dans la société il y a déjà 2 ans auparavant, donc je lui dois 2 années d'indemnité. Donc oui, et effectivement le salarié ne l'a pas vu, moi je ne l'ai pas vu, et donc il faut recorriger, refaire des bulletins de paye. Et ça prend du temps, et après le salarié il peut être un peu frustré parce qu'il dit est-ce qu'ils ont essayé de... Parce qu'ils l'ont pas vu, ça a été fait exprès, et donc c'est ce qui donne, c'est un peu cette image un peu aussi de la paye. Donc faire très très attention à ça. Ça paraît vraiment très simple, hein. Mais faire la différence entre la date d'entrée de la société et la date d'ancienneté, ça a des vraies conséquences derrière après, pour vos droits qu'on fait tout simplement. Après, d'autres éléments variables qui sont importants, c'est les congés payés. Pour assurer l'acquisition des congés payés, les congés payés qui ont été pris, vérifier si ça a bien été entré. Il peut y avoir des erreurs. Donc, complètement au niveau du compteur. Ça vaut le coup. Au niveau du compteur. Oui, il y a beaucoup d'erreurs, parce que même les liens entre les SIRH et parfois la réalité sur le bulletin de paie, tu as peut-être des dizaines qui peuvent parfois, quand tu après veux rémunérer les indemnités de congés payés à la fin d'un contrat, on met au supérieur et donc ça peut quand même jouer, ça peut avoir un impact. Et puis même de pas avoir les congés quand même selon ton SIRH et ton bulletin de paie. Bon, ça fait pas non plus très carré. Alors après ça dépend parce qu'en fait, vous savez, le bulletin de paye, au mois, il est un petit peu figé. Alors qu'un SIRH... c'est jamais parfait le SIRH, je trouve. Oui, parce qu'en fait, le SIRH, il est en mouvement, des congés qui ont été demandés, anticipés. Donc forcément, lui, il sera peut-être plus à jour que sur un bulletin de paye. Il peut avoir quelques écarts. Après, quand on arrive en fin de contrat, normalement, si la personne a fait bien son travail, elle fait une vérification entre les deux sur le bulletin de paye, sur le SIRH, est-ce qu'il y a une cohérence ou pas. Et si vraiment on a un doute, moi, ce que je fais, c'est que je recompte depuis le début. Ouais, mais moi, je me suis tiré les cheveux sur ces histoires de congés. C'est ça. Oh là 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 là. Des fois, on est obligé, on prend tout depuis le début pour s'assurer qu'on paye correctement le salarié. Mais il peut y avoir des écarts, mais il faut juste regarder et faire un vrai suivi. Et moi, il y a un sujet que je vois souvent de mon prisme de juriste avocate, c'est le sujet des reports de congés payés qui sont automatiques. Parfois, le logiciel de paye est configuré de telle manière à ce que ça se reporte automatiquement d'une année sur l'autre. Et on peut retrouver, on voit des compteurs de 70 jours. Ah oui, oh là là. Parce que le salarié n'a pas pris de congé. Tout à fait. Ou les a pas posés sur le système. Alors que l'entreprise peut avoir une politique de on ne reporte pas les congés. Tout à fait. Et là, ça peut coûter très très cher au moment de la rupture du contrat de travail. Alors après, ça, c'est souvent un choix de l'entreprise. Moi, j'ai des entreprises qui vont vous expliquer que si on a du N-2, on supprime, le N-1, on le garde. Et puis, il y en a d'autres qui vont laisser tourner, soit parce que la personne était aussi en accident de travail, elle est en maladie, donc son compteur continue de grossir. Et effectivement, il faut quand même lui payer, mais ça fait 60 jours, 70 jours. Apparemment, c'est justifié. Parfois, c'est justifié, parfois non. Effectivement, mais ça, après, c'est une politique. C'est une politique. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que
c'est un paramétrage du bulletin de paie sur le logiciel, mais en revanche, c'est une politique de l'entreprise. Donc, il faut faire le lien avec juridiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de congés payés ? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut conserver ou pas conserver ? Alors moi, souvent, je pose la question directement quand j'arrive dans une nouvelle société. Est-ce que le N-2, N-3, on le reporte ? Que c'est normal qu'il ait 60 jours ? Et souvent, il y a toujours une explication, la plupart du temps. En tout cas, moi, souvent, quand j'ai ce type de problématique, il y a souvent une explication. Il est en arrêt maladie, il n'a pas pu poser ses congés. Complètement. On veut pas. Il y a des cas légaux, mais c'est important de comprendre. C'est important de comprendre. Parce que c'est quand même une politique collective des congés payés. Complètement. Il y a un droit au repos qui est quand même un droit exactement. Oui, parce que ça peut porter préjudice à l'employeur. Il dit, en fait, je n'ai pas pu les poser par votre faute. Et donc, indemnité, enfin voilà, on voit très bien. Mais oui, il faut faire un suivi de tout ça. Je suis d'accord avec vous. Et on n'est même pas rentré encore dans le salaire. Non, on n'a même pas parlé de ligne de salaire. Et après, alors, ce salaire, on pourra en parler longtemps. Mais ce qui est important, c'est aussi de se dire que toute la notion de durée du travail, elle est retranscrite sur le bulletin de paie. Donc là, pareil, moi, je vois souvent des incohérences. Mais tu vois, un contrat de travail à 35 heures, un bulletin de paie qui est au forfait jour ou autre chose, ou l'inverse. Ou même du temps partiel et du temps plein, chose qui arrive malheureusement régulièrement. Alors, quand le contrat, au début, quand on a un contrat de travail, on fait attention, on prend vraiment les éléments. C'est lorsqu'il y a des changements dans la vie du salarié, lorsqu'il passe à temps partiel. Des fois, il peut avoir des petits loupés, il peut avoir des oublis. Ou lorsqu'il passe de salarié non cadre, il passe en forfait cadre. Il faut revoir effectivement le bulletin de paye. Et là, il peut aussi avoir quelques oublis. Mais effectivement, le temps de travail, prenez le temps de le vérifier parce qu'il y a des conséquences derrière. Et moi, ce que je regardais aussi, c'est parfois les pourcentages des impôts. Parce que, en fait, des fois, je voyais 25%. Et donc, j'allais voir le salarié, je dis c'est normal qu'il est à 25%. Et il me disait ah non, mais pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'aussi, on peut avoir ce rôle. Et je trouvais que c'était intéressant de ce rôle aussi de conseil auprès des salariés en disant là, attention, j'ai vu un dérèglement sur ta fiche de paye, est-ce que c'est OK ou pas ? Parce qu'après, ils se retrouvent potentiellement à 300, 400 euros en moins alors que potentiellement, c'est le lien... voilà, c'est les liens qui ont été mal faits avec les différents systèmes. Exactement. Et avec une ou deux manipulations, ça peut être... Oui, alors après, toute la partie imposition, taux d'imposition... alors moi, je suis assez prudente sur ça. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la vie des salariés à l'extérieur. Donc souvent, la plupart du temps, les impôts vont changer à la rentrée en septembre. Les nouveaux taux selon ce qui a été déclaré. Quand on fait les bulletins de paie, on essaie de faire un comparatif avec le mois précédent pour voir s'il y a vraiment un écart très important. Et si on voit que c'est lié au taux justement de prélèvement à la source, on peut faire un petit mail au salarié. Le taux a augmenté. Est-ce que c'est normal ? T'es au courant, pas au courant ? Soit il vous dit oui, c'est parfaitement normal, donc tout va bien. Ça veut dire non, ça ne va pas. Parce qu'après, en termes de conséquences, c'est le mois d'après, c'est ça. Il va y avoir un casse-tête. Et de se dire, voilà. Comment on fait pour régulariser ? Voilà, c'est alors ça. Après, normalement, il doit avoir ça avec l'administration. Mais oui, on fait un comparatif d'un mois à l'autre, est-ce qu'il y a des gros écarts ou pas. C'est de comprendre pourquoi. Si ça vient vraiment du taux, on essaie d'accompagner le salarié pour comprendre effectivement pourquoi on en est arrivé là. Donc en fait, le point, c'est juste pas de se dire que la paye, entre guillemets, on subit. C'est qu'aussi, on peut être vraiment force de proposition et de vraiment gérer et accompagner aussi les personnes qui travaillent dans le métier. Et juste prendre le temps de regarder, des fois, c'est rien. Par exemple, tout ce qui est... moi, j'ai eu là récemment un salarié qui vient me voir et qui me dit au fait, j'ai un pass Navigo. Ça fait 1 an que je n'ai pas été remboursée, mais en fait... faut que tu nous le dises. Déjà. Et puis, je ne peux pas trop le savoir. Je lui dis, je regarde par rapport au mois précédent, tu ne l'as jamais eu. Donc, on continue. Et en fait, on a une année entière à régulariser. Parce qu'en fait, elle n'a pas pris la peine de regarder tout ce qui est bas de bulletin. Parce qu'on regarde le haut de bulletin de paye, l'identification. On regarde le brut, mais on regarde aussi tout ce qui est bas de bulletin de paye. Bas de bulletin, c'est ce qui ne va pas être soumis à cotisation sociale. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de regarder. Et c'est important de le regarder. Ça peut être des acomptes qui ne sont pas passés. Et souvent, les personnes ne font pas attention. Ça peut être tout ce qui est habit à tiers détenteur. Parfois, on les passe sur le bas de bulletin de paye. Et donc, souvent, le salarié se pose des questions parce que mon salaire a baissé ce mois-ci. Il faut vraiment prendre le temps de regarder. Pour moi, il faut regarder vraiment l'identification. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale,
Tu peux expliquer la vie à tiers détenteur ? Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, les saisies, la vie à tiers détenteur, on va dire de pas façon très rapidement, c'est lorsqu'on doit à l'administration, lorsqu'on n'a pas payé des impôts. C'est ça, mais peut-être pour les salariés, c'est important de savoir que c'est l'employeur qui peut récupérer. Et que l'administration n'a pas réussi à récupérer ça m'est arrivé quelquefois, ça. C'est ça, que vous lui devez. Et il passe par votre employeur. On reçoit une lettre. Exactement, on reçoit une lettre et l'employeur a l'obligation de passer ça en paye. Effectivement, on a... C'est un peu délicat, je trouve. C'est délicat, ça arrive de plus en plus. On voit que maintenant, c'est plutôt bien plugué. Exactement, et ça arrive très très vite. Les administrations. Et donc moi, j'ai envoyé un message, oui, on a reçu cette lettre. Ah oui, c'est bon. Mais c'est toujours, je trouve, parce qu'on... Un peu délicat. C'est comme tu disais, l'objectif, c'est pas de rentrer non plus dans la vie privée du salarié, mais là, en fait, c'est que il y a eu en tout cas un manquement. Exactement. Et après, il faut l'informer. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le passe ? Souvent, je pose la question. Est-ce qu'on c'est des petits montants, 35 €, on les passe quand on arrive à parce qu'on a des très très gros montants. Bien sûr. Des 10 000 €, des 15 000 €. Il a effectivement mis en place un échelonnement. Exactement. Et puis on en parle aux salariés. Tranquillement, on essaie d'avancer là-dessus. Il faudrait une formation en fait pour les salariés pour comprendre vraiment leur fiche de paye. Mais carrément, mais je suis entièrement d'accord. Il faudrait quelque chose de très très rapide. Et je pense que ça pourrait être un service justement. Si on arrive à réduire un peu ce temps de saisie, de tâches un peu répétitives au niveau de la paye, on peut avoir ce temps-là pour justement consacrer à comprendre votre bulletin de paye de façon très rapidement, du haut du bulletin de paye jusqu'au bas du bulletin de paye pour qu'ils puissent se dire, bon voilà, je comprends mieux, et qu'il y a moins cette frustration de se dire, j'ai un bulletin de paye que je ne comprends pas. Et on a un peu ce réflexe de dire, je ne comprends pas, peut-être qu'on est en train de me voler. J'ai l'impression que c'est souvent ce qu'ils se disent. Il y a beaucoup d'émotions sur la fiche de paye. C'est vrai que ça pourrait se traiter même par une FAQ dans une entreprise. Je connais peu d'entreprises qui font une foire aux questions, des 20 questions les plus posées dans l'entreprise sur la paye. Très bonne idée, ça. Et qui éviterait d'être dérangé constamment par les mêmes questions et qui, effectivement, a une vertu aussi de transparence sur ces sujets. Je suis d'accord. Tu avais envie de partager sur les 10 fausses idées sur la paye. C'était un post notamment que tu avais écrit sur LinkedIn. Voilà. Non, parce qu'il y avait des éléments qui, moi, m'interpellaient, parce qu'il y avait une résonance juridique. Alors, on a parlé des erreurs de paye, mais je voudrais qu'on y revienne parce qu'une erreur de paye, ça peut avoir des conséquences complètement. sur plein d'autres aspects. Complètement. Parce qu'évidemment, le bulletin de paye, on est d'accord, comme je disais tout à l'heure, c'est une retranscription du droit. Donc, on va impacter votre retraite, on va impacter le chômage, on va impacter votre prévoyance, on va impacter vos impôts. Donc oui, une erreur de paye, derrière, ça a quand même des conséquences. Ce que je dis, c'est pas la fin du monde, ça peut se rattraper. Voilà, ça se régularise. Voilà, ça se régularise. Mais il faut le voir. Mais il faut le voir, il faut régulariser, ça se régularise. Mais effectivement, il y a des vraies conséquences derrière en termes de droit pour le salarié. Et c'est vrai que ça fait partie des mythes qu'on reçoit souvent au niveau de la paye. Et donc là, en fait, le point, Delphine, c'est aussi aux salariés de ne pas être passif sur sa paye et aussi qu'il soit actif et qu'il comprenne, qu'il s'intéresse à sa fiche de paye. En fait, parce que je pense que le salarié part par principe que je ne vais rien comprendre, je n'y comprends rien. Et donc, il y a l'espèce de blocage qui se fait. Il aurait d'abord son bulletin net à payer. Et lorsqu'il voit qu'il y a un petit écart, là, il va commencer à se dire, tiens, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai que oui, il faut prendre le temps de regarder son bulletin de paye et prévenir, informer quand on n'est pas... En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les services et dire, écoute, je comprends pas. Et gentiment. Oui, voilà. Le côté, je pointe du doigt ton erreur... T'as voulu me voler. Pointer le doigt comme ça et juste qu'est-ce qui s'est passé, voilà, là j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer si c'est normal, pas normal, ou qu'est-ce que je n'ai pas vu, comment est-ce que je peux le comprendre, et ça se passe très bien souvent une fois qu'on a l'explication la plupart du temps. Il y a une autre fausse idée que tu avais envie de... Il y a une idée aussi que je trouve intéressante parce que je le vois très régulièrement et je voudrais sensibiliser les services RH là-dessus, c'est que la paye, c'est pas, on l'a dit... c'est pas un clic-bouton, non. Surtout dans des situations particulières. Alors, il y a le salaire tous les mois, mais notamment au moment de la rupture. Et là,
On a des logiciels qui sont pas toujours très bien paramétrés, aussi parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Et il y a une vraie réflexion juridico-financière à avoir, qui est très complexe, parce que qui est vraiment liée à la loi de financement de sécurité sociale, qui change très régulièrement, et avec des plafonds d'exonération qui sont pas simples à comprendre. Et je vois vraiment extrêmement souvent des erreurs pour des calculs d'indemnité de rupture, que ce soit rupture conventionnelle. Je parle même pas des licenciements faute grave plus transactions. Complètement, oui, les transactionnaires, oui. Et en fait, service RH, regardez systématiquement. Croyez pas que le bulletin va sortir. Alors moi, je pense qu'il faut justifier la première fois. Il faut collaborer. En fait. C'est-à-dire que quand la paye elle sort, quand on est face à ce type de départ et des montants très importants et qu'on sait très bien qu'on a des limites de plafond. D'exonération à vérifier. Moi, souvent, ce que je demande, quand on est sur des petites sommes où il n'y a pas de grands enjeux, on peut laisser une gestionnaire de paye le faire. Mais lorsqu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus technique, où là, il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce que dit la loi, et pour justement mettre les bonnes cotisations au bon endroit, il faut que ça soit validé au moins par la responsable paye. Et limite, avant que ça ne sorte le solde de compte sorte vraiment de la société, on parle avec la DRH, on est sur une transaction, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on a compris, voilà où est-ce qu'on va, pour qu'on puisse vraiment se dire, on a respecté toutes ces limites-là, et ne pas faire confiance à un logiciel. Il ne fait pas tout le travail, d'accord. On a des logiciels qui sont très très bien paramétrés, c'est sûr, mais il ne fait pas tout le travail. Et pour moi, tout ce qui est indemnité, il faut y passer du temps. Quand un salarié sort, que ce soit en démission ou pour peu importe le motif, un solde de compte, il faut passer beaucoup plus de temps qu'un bulletin de paye classique du mois. Ça doit prendre 1 heure, ça prendra 1 heure. Il faut recalculer les indemnités, il ne faut pas laisser le logiciel sortir les montants. Mais c'est vraiment important. J'avoue, c'est la facilité. Mais c'est vrai qu'on se dit, le logiciel, il a fait. On n'a pas forcément le temps non plus, mais c'est vrai, tout à fait, il faut prendre le temps. Ouais, mais c'est pour ça. Tout compte, parce qu'en fait, une fois qu'il sort, c'est une erreur pour rattraper le salarié qui est sorti. C'est des prises de tête derrière. Mais oui, c'est une vraie tannée. Et on parlera après de l'internationalisation et l'externalisation de la paye. Parce qu'en fait, les RH, je pense que leur objectif, c'est de comprendre. C'est de comprendre et de, voilà, mais d'aller, tant dans le détail, c'est pas forcément non plus leur rôle, je trouve, pour notamment vérifier. Il faut avoir la connaissance, mais il faut avoir confiance aussi. Je pense que les personnes avec qui on travaille, que ce soit en interne ou lorsqu'on externalise, il faut avoir confiance aux personnes à qui on a délégué la paye, et prendre le temps de vérifier. Je pense prendre le temps d'échanger surtout, parce que les RH en fait peuvent comprendre. Moi, ça m'arrive avec la DRH. Ah bah oui, tout à fait. Elle me dit, là, je comprends ce que tu as soumis telle somme, pourquoi est-ce que c'est pas un bas de bulletin de paye, parce que là, il y a de la CSG, parce que là, il y a des impôts dessus. On prend le temps d'expliquer. Et ça va, enfin, ça peut être très transparent, mais juste prendre le temps et ne pas tout déléguer à un logiciel qui ne sait pas tout et qui ne fait pas tout correctement, quoi. Et ça, c'est très, très important. Il peut faire des grosses erreurs aussi. Bien sûr, complètement. Et donc, il faut vraiment prendre le temps. Un seul tout compte, pour moi, il faut prendre le temps de tout regarder. Oui. Recalculer les sommes. Et souvent, parce qu'en cas de rupture, quand on est sur des négociations de transactions, on a négocié du net. Il faut qu'on retombe sur notre net. Exactement. Alors, moi, je ne suis pas trop pour tout ce qui est négociation en net. Toutes les personnes qui travaillent, mais oui, parce qu'en fait, on négocie beaucoup en net, mais derrière, on sait très bien que c'est pas assez. De faire des espèces de calculs. C'est jamais parfait. Et souvent, on dit aux salariés, tu vas recevoir, par exemple, 20 000 euros net, mais on sait très bien que ce n'est pas forcément 20 000 euros net, parce que derrière, il y aura des charges. Donc, on négocie en net, mais il faut essayer Je suis d'accord. Donc, c'est un conseil. C'est plutôt de négocier en brut, de donner une estimation du net. Exactement. Voilà. Mais plutôt que de mettre un net dans une transaction, et on aura du mal à... Je préférais, moi, en tout cas, quand on pose la question, quand je vois du net dans une transaction, je peux mettre du brut plutôt. Mais de toute façon, on négocie toujours en brut, donc c'est vrai que c'est étrange de négocier après en net les indemnités. Oui, tu veux dire, on négocie le salaire en brut, et on négocie... Mais il y a souvent, parce qu'en fait, le salarié, il veut partir avec une somme dans sa poche. Donc, il dit, moi, je veux 20 000 euros dans ma poche. Après, déberdez-vous, mais on est d'accord que non. On essaye de ne pas faire ça. Voilà. On va partir sur la question qui gratte du salarié, donc d'avoir ton avis là, d'experte. Delphine, est-ce que tu es prête? Dis-moi. J'ai été trop payée sur mon salaire le mois dernier. Est-ce
qu'est-ce que je dois faire, voilà. Est-ce que l'on peut, j'ai complètement raté, excusez-moi. Non. J'ai été trop payée sur mon salaire le mois dernier. Est-ce que je dois le dire? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que l'on peut me le reprocher de pas l'avoir dit? Ouais, de pas l'avoir dit. En gros, on part par principe que c'est une erreur. Hein. C'est pas parce que j'ai une prime. On est d'accord? Non, ouais, c'est un trop payé. Le salarié vient son petit devoir mensuel, il voit 200 euros en plus. 200 euros en plus. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut le dire déjà pour, par bonne foi, hein, lorsqu'on constate un écart de salaire, il faut le dire. Ça me paraît, pour moi, c'est la base. Il y a une question de confiance aussi entre employeurs et salariés. Deuxièmement, c'est une obligation de loyauté, hein, quand même. C'est inscrit dans le contrat de travail pour moi. Complètement d'accord. Obligation de loyauté, on a un écart. De la même manière qu'on peut avoir des erreurs de paye quand on a trop perçu, il faut le dire. Il faut signaler soit par mail ou éventuellement si vous voulez faire un LAA, donc un recommandé, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment avertir votre employeur. Il a droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. En plus, hein, voilà, en faveur du salarié, exactement, on a le droit. Il a aussi le droit de récupérer cet argent. Il a un délai, me semble-t-il, je crois que c'est 3 ans. 3 ans. La prescription au salaire, c'est 3 ans. Voilà. Donc, il a le droit de récupérer et il faut le signaler pour qu'on puisse... Après, si l'argent a été dépensé, par exemple, et que ça a été une somme assez importante, mettre en place un plan de remboursement. Hein. C'est des choses qui se font assez régulièrement. On planifie ça sur 2-3 mois pour rembourser. Mais non, il faut le dire, loyauté envers l'employeur, c'est très, très important. Oui. On ne va pas vous le reprocher, mais après, c'est un peu mal vu. Parce qu'en fait, finalement, moi, c'est déjà arrivé. C'est très désagréable quand moi, je constate que je t'ai trop payé. Okay. Tu ne me l'as pas dit, je l'ai vu et que je dois te convoquer pour dire, en fait, ils vont trop payer. Tu dis, ah bon, en fait, tu le savais, mais tu n'as pas voulu le dire. Il y a quelque chose qui se casse un petit peu, je trouve. Et donc, je pense que c'est important d'être honnête avec le service paid, d'être honnête avec votre employeur, tout simplement. Et au niveau légal, est-ce que... Non, mais je confirme, il y a un principe de droit civil qui s'appelle l'enrichissement sans cause. Et à partir du moment où il y a enrichissement sans cause, il y a vraiment une possibilité pour l'employeur de récupérer. Voilà. Et puis l'obligation de loyauté, pour moi, c'est important aussi. Je confirme ce que tu dis. La retenue sur salaire... oui, l'employeur va pouvoir l'opérer. Alors, dans des limites légales, on ne va pas rentrer dedans, c'est pas super évident. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce que tu disais, qu'il y a une très bonne pratique de dire, vous allez pouvoir prendre la main aussi pour dire, bon, bah, j'ai trop perçu, mais bon, ne me reprenez pas toute la somme le mois suivant. Donc, il y a cette retenue légale de salaire, mais il y a aussi la possibilité d'aller négocier avec l'employeur en disant, bon, bah, si on peut échelonner sur 2-3 mois, ça m'arrangerait. Voilà. Complètement. Et puis, il faut savoir aussi que si le salarié perçoit une grosse somme, ou alors plusieurs fois une somme indue, et qu'il est de mauvaise foi, il peut y avoir une sanction disciplinaire. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une faute du salarié. Complètement. Ce qui est déjà arrivé, notamment lorsqu'un salarié qui était à temps plein, qui touche par exemple 3 000 euros à temps plein et passe à temps partiel, et en fait on a laissé les 3 000 euros, et il touche 3 000 euros pendant son temps partiel, et il ne prévient pas, et ça peut se faire sur 1 mois, sur 2 mois, effectivement, oui, là on peut... aller jusqu'à la sanction disciplinaire, oui. Puis dans des cas extrêmes, on peut même dire qu'il y a un risque pénal parce que on peut imaginer, c'est une somme importante, il y a une volonté de ne pas la restituer, ou de s'opposer à la restitution. Il suffit juste après, le salarié quitte la société, et puis là, pour récupérer, c'est encore plus compliqué. On peut toujours récupérer, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Faut le dire. Oui, voilà. Faut le dire. Ça règle pas mal de litiges derrière. On dit les choses. Ok. Faut être honnête. Donc moi, par exemple, je t'ai dit, donc j'arrivais en tant que responsable RH dans ma start-up, je prends les sujets de paye et j'étais un peu désabusée. Donc toi, quels seraient tes 5 conseils pour une RH qui commence à aborder les sujets paie dans son entreprise, puisque voilà, quand souvent dans les startups, dans les PME, le sujet paie est quand même attribué au RH pour bien vivre son quotidien et pas rentrer encore sur c'est une tâche à faire et finalement d'être dégoûté parfois un peu de ce sujet paye. Déjà, dans l'approche, partie par principe que justement, c'est pas une tâche, c'est pas quelque chose d'ingrat. Partie par principe qu'on n'est pas là pour... c'est pas juste une tâche administrative. Vraiment avoir le postulat que la paye, c'est stratégique et c'est aussi m'accompagner dans mon rôle de RH, en fait, pour accompagner les salariés, prendre, en fait, le service paye comme un allié, une vraie collaboration. Déjà, c'est vrai que ce prisme-là, déjà, je pense que ça peut changer les choses. Il ne faut pas qu'on arrive à se dire...
Ton deuxième conseil, ce serait quoi, par exemple? Vraiment technique, là, elle arrive, elle a les sujets de paye sur sa table. Pour moi, il faut qu'elle comprenne d'abord les conditions dans lesquelles travaille l'équipe. Comprendre la composition de l'équipe, les conditions. Parce qu'entre une entreprise qui est digitalisée, c'est pas la même chose, et une autre qui ne l'est pas. Où on va avoir, par exemple, des demandes de congés payés version papier. Donc forcément, le temps que ça remonte, il peut y avoir des erreurs. Donc ça, il faut comprendre les conditions, comprendre un peu comment ça fonctionne. Troisième conseil, pour moi, il faut comprendre aussi toute la partie procédure, vous savez, de validation des bulletins de paye jusqu'au virement. Qui intervient à quel moment, quelles sont les différentes étapes. Et rien que ça permet d'être beaucoup plus transparent et surtout de voir les différentes étapes et de comprendre ce qui se passe dans le service paye et de mieux appréhender, en fait, quand on arrive dans ce service-là. On commence par une GP. Là, la RH, elle est toute seule. Hein. Elle gère sa paye toute seule. Ouais. Mais justement, il faut qu'elle comprenne comment ça se passe au niveau de son logiciel. Est-ce qu'il est capable de tout gérer tout seul? Et ensuite, comprendre comment est-ce qu'on chemine les choses jusqu'au virement. Est-ce qu'on fait intervenir éventuellement juste la DRH? Ou est-ce qu'à la fin, pour valider le paiement de paie, on aura un DAF? Une vraie procédure de contrôle, en fait, de tout ça. Donc, toujours partir dans la vérification et de l'analyse, en fait, de ces informations-là, ouais, moi, je pense. Ok, quoi d'autre? Et après, je dirais qu'elles prennent le temps de se former, ces personnes-là, quand elles arrivent. Parce que ça peut paraître évident comme ça, quand on sort des ressources humaines, on se dit, bon, j'ai été formée, j'ai eu un master, donc j'ai des notions en fait dans la paye. Mais en réalité, une fois qu'on rentre vraiment dans un vrai service paye, il faut prendre le temps de s'informer, de se faire accompagner, quitte à faire appel à un prestataire externe pour avoir des sujets sur lesquels on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Mais prendre le temps vraiment d'être dans la formation et de l'information aussi. Les deux vont ensemble, se former et informer quand on arrive justement, quand on doit prendre à bras le corps comme ça ce service-là. Essayer vraiment d'être plus dans l'actualité, de vraiment comprendre le métier pour pouvoir mieux accompagner justement à la fois les salariés, mais aussi la direction. Parce que derrière la direction, on va aussi vouloir comprendre ce qui se passe. Et donc, il faut avoir vraiment ce cheminement de procédure complète. Très clair. Ouais. Ok. Moi, je dirais et la bonne pratique pour toi que tu aimerais partager là au DRH, pour aborder les sujets paye, vraiment tu es seule, tu dois gérer une quarantaine de salariés, une quarantaine de paies par mois. La bonne pratique qui pourrait soulager, tu vois, une ou un RH. Ouais. Si c'est elle qui doit faire la paye toute seule. Ouais. Qu'elle organise en fait son planning vraiment une période dédiée. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, j'arrive, je le fais en partie, après je repars, ensuite je reviens. En fait, pour moi, la paye, il faut toujours dédier un temps vraiment très spécifique. Donc pour moi, une DRH qui arrive, c'est vraiment en charge de gérer ça. Elle va prendre le temps. Ça veut dire que quand elle est dessus, elle ne fait pas autre chose. Elle ne fait pas du recrutement, elle ne fait pas de la formation, elle ne fait pas autre chose. Elle reste vraiment focalisée sur ça. Et elle essaye au maximum de s'entourer. Si vraiment elle sent qu'elle ne maîtrise pas complètement le sujet, qu'elle prenne le temps de s'entourer, c'est pas grand-chose. Des fois, il faut juste appeler, faire un appel à un ami. Exactement, mais c'est vrai, un prestataire ou faire un appel à un ami. Mais ne pas rester isolé, de dire je ne comprends pas, c'est difficile. Et on reste un peu frustré, on reste crampé sur des a priori. Et en fait, nous, il faut vraiment échanger avec des personnes pour pouvoir avancer. Quoi. Mais ça fait le lien avec notre dernière question qui est, je pense, c'est un vrai sujet en fait. RH. C'est un sujet d'autant plus maintenant il y a des logiciels qui permettent plus facilement, on va dire, de faire la paye en interne, type Payfit par exemple. C'est ça. Et qui sont faciles à prendre en main, mais aussi facile de faire des erreurs avec ce qui se passe si on n'a pas l'expertise. Donc toi, ou un cabinet de paye. Alors justement, quelle vertu tu vois à internaliser la paye et à partir de quel moment tu penses qu'il faut l'externaliser, cette paye plutôt? Je pense que ça va vraiment dépendre de l'effectif de la société, de son activité et de la complexité en fait je dirais de la législation, parce qu'on a des entreprises qui ont des accords d'entreprise, qui ont des usages. Ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Ça veut personnaliser les choses aussi en interne, ou est-ce qu'elle se dit moi je suis plutôt côté standard. L'exemple de Payfit est très bien, parce qu'en fait Payfit, je dirais en termes d'ergonomie, c'est très bien, c'est très facile, même intuitif en fait à utiliser, mais derrière il y a quand même comme je disais tout à l'heure, il y a des textes de loi, et en fait si on doit internaliser la paye, c'est-à-dire qu'on a une personne compétente en interne pour comprendre, qui a été formée, qui a les informations nécessaires,
Parce que lorsqu'il y a une erreur, ça va pas, si elle ne voit pas ou elle ne sait pas, elle va pas voir cette erreur-là. Donc, je pense que pour vraiment internaliser une paye, il faut partir du principe que c'est soit on personnalise les choses, on veut personnaliser, parce qu'on a des accords d'entreprise, des particularités. Donc là, on va dire, on reste en interne. On a une personne dédiée qui comprend et qui a été formée, qui est capable de... On a les compétences en fait en interne. Après, la partie externalisation, c'est souvent lié un petit peu au budget, hein, parce qu'en fait, quand on internalise des choses... Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, parce qu'en fait... le coût de logiciel, il faut former la personne, que c'est pas gratuit. Le coût de la personne, exactement. Alors que quand on externalise des choses, le logiciel n'est pas forcément pris en charge. C'est par bulletin de paie, en fait. Exactement, c'est ça. Et il faut vraiment regarder, l'externalisation, c'est surtout les entreprises qui, quand elles démarrent, elles n'ont pas forcément la compétence en interne, donc elles disent, je vais d'abord commencer par externaliser, comme ça, je veux m'occuper plus de mon travail interne en lui-même. Et seulement quand elle va commencer à grossir, et là, elle va vouloir avoir peut-être plus de contrôle, plus de maîtrise en fait sur ce qui se passe sur sa masse salariale. Elle va vouloir avoir par exemple des KPI, ce genre de choses-là. Et là, elle va peut-être plus internaliser. Donc, tout dépend vraiment du positionnement, où est-ce qu'elle en est. Est-ce qu'elle est au début de son activité, donc elle va vouloir externaliser. Et seulement quand elle va commencer à grossir, elle va dire je vais internaliser. Et c'est effectivement si j'ai les compétences en interne. Et peut-être une clé, c'est même quand on externalise, il y a un travail de supervision. Il y a un travail de contrôle, il ne faut pas faire pas minorer. Exactement, complètement. Alors après, c'est vrai que quand on externalise, on va dire la petite chose qui ne va pas, c'est qu'on dépend du prestataire. Oui. Voilà, il y a toujours un petit délai entre 48 heures. Voilà, exactement, il y a toujours un petit délai. Donc, c'est pas toujours très agréable. On a un peu ce contrôle ce sentiment qu'on ne contrôle pas les choses. Donc, tout dépend vraiment de comment sont les choses, de quelle stratégie on veut mettre en place. Et de qu'est-ce qu'on applique en fait en interne. Moi, je pense que quand on arrive à un effectif de 500, 2000, c'est en internalisé. Voilà, quand avant, on peut externaliser. Se permettre d'externaliser. Ça va dépendre de l'appétence de la personne qui est du DRH, de comment exactement. Et s'il a les compétences, lui, il peut très bien le faire aussi. Exactement, recruter, mettre quelqu'un en interne. Mais ça dépend vraiment. Il faut voir selon la vie de la société, où est-ce qu'on en est, et selon ce qu'elle veut appliquer en termes de droit, d'accord, de convention, type de choses-là. Chez Legal Place, tu sais, c'est... on est passé par toutes les phases. Fit et là, après externalisation, avec la supervision interne. Donc, c'est pour ça que ça dépend effectivement, en tout cas, il faut se permettre de faire évoluer aussi. Exactement. Selon la situation. Ce volet-là, en fonction de l'évolution de l'entreprise. Exactement. Et selon vraiment les compétences qu'on a en interne. Si on les a, on internalise. Si ce n'est pas le cas, on délègue et puis on essaie d'avancer sur autre chose. Et puis si dans 2-3 ans, il faut réinternaliser, on le fait. C'est pas figé pour moi. Je pense qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement tant qu'on sait où on va et tant qu'on est assez à l'aise avec ça. Il n'y a plus qu'à faire. Exactement. En tout cas, la paye, c'est pas juste un clic du bouton, et c'est une vraie fonction stratégique qui est quand même la base de toute entreprise, qui est de payer ses salariés. Donc merci en tout cas, Delphine. Et puis on dira aussi, je crois que tu l'as mis, pas de paye, pas de salaire. Voilà, pas de paye, pas de salaire. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, et pas de salaire, l'avenir, voilà. Il y aura pas de ChatGPT, etc. Ça sera quand même très compliqué d'aller jusque là. Peut-être l'intelligence artificielle, si on arrive potentiellement à créer des algorithmes avec de la base documentaire, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites. Parce qu'en fait, il va réduire le temps. Voilà. On passera à faire de la saisie. C'est ça. Sur la catégorisation, la récupération des données. Même ça, c'est très intéressant parce que personne n'a envie de passer son temps à faire de la saisie ou quoi que ce soit. Donc après, ça va être plus la veille. Donc oui, c'est très bien. qu'on puisse dans l'automatisation des choses. C'est ça. Mais il y aura toujours besoin effectivement de l'expertise. De conseils. Bon, chouette. Merci Marie. Beaucoup. Merci Delphine. Merci.